Hello les amis, je sais à travers les nombreux messages que vous me laissez que vous êtes impatients d'attendre la suite de mes émissions sur le Bouchéguy. Je rappelle à tous et surtout aux nouveaux abonnés que j'ai fait récemment avec mon ami Gérard Desforges, que je salue au passage, 4 émissions sur le Bouchéguy, suite à la rencontre entre Gérard Desforges et un informateur roumain ex-militaire abonné de ma chaîne. Je rappelle aussi que je ne raconte pas les histoires qui sont dans les livres de Radu Sinamar. Cela, vous les trouverez chez mon ami Antoine, que l'on va retrouver en fin d'émission, qui sur sa chaîne Miasme TV passe les rétrospectives de l'année 2016 sur mes chroniques liées au Bouchéguy. Avant cela, je les racontais dans mes groupes Facebook entre 2014 et 2016, bien avant l'apparition des premiers livres en français sur le Bouchéguy. Alors, j'essaye avec mes ridicules moyens de faire avancer les choses. Nous avons mené des enquêtes sur place au Bouchéguy par les précédentes émissions, puis j'ai été confronté à de multiples et divers interlocuteurs. Je vous en parlerai plus en détail dans l'émission qui suivra, celle-ci spécifiquement consacrée au Bouchéguy. Je vous ai promis cette émission pour demain, mais je ne l'ai pas finie et pour celle-ci, on a été lié à des problèmes techniques. On a déjà perdu pas mal de temps. Avec mon ami Jean Librero, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais j'ai aussi été confronté à d'incroyables histoires liées à la Roumanie. Et là, justement, aux surprises, je me retrouve avec 2 camps pour résumer. Pour celui qui me raconte que telle et telle histoire sont fausses, d'autres vraies. Et l'autre camp m'annonçant l'inverse. C'est vraiment une grosse surprise. Vous comprenez, ce n'est pas comme si j'avais affaire à des personnes ne croyant en rien et d'autres gobant tout ce qui passe. Non. J'ai affaire à 2 camps qui sélectionnent des affaires toutes très étranges en fonction de buts bien précis qu'elles suivent. Il fallait donc que je creuse pour trouver l'origine de ces dissensions, mais pour cela, il me fallait enquêter sur plus d'affaires. J'ai très vite compris que je ne pouvais nullement m'appuyer sur des recherches occidentales, car ces chercheurs occidentaux se sont eux-mêmes fait piéger en tombant dans les mains d'un camp sans se rendre compte de l'existence de l'autre camp. J'en étais à ces enquêtes quand, synchronicité quand tu nous tiens, je reçois un appel de mon ami Jean Librero, que je vais vous présenter, qui traduit des livres et qui est ufologue. Il veut me parler du livre de Parker, car il a traduit la fantastique affaire de Pascua, traduit de Calvin Parker en 1973. Quand presque à la fin de notre discussion, il m'annonce que son prochain livre, ça sera la traduction d'un livre consacré à un ufologue romain que l'on va vous présenter. Et là, évidemment, ça m'intéresse au plus haut point. Le titre français est un peu réducteur, OVNI en Roumanie, car le livre contient des sujets dont certains ressemblent à s'y méprendre aux histoires du Bouchéguy. Il est donc très important, comme dans toute enquête, de faire le point sur le passé ufologique et extraordinaire de la Roumanie avant de continuer à enquêter sur le Bouchéguy. Car pour la plupart des personnes s'intéressant à l'ufologie, cela se résume pour eux à Bouchéguy. Ils ont découvert la Roumanie à travers Bouchéguy et pensent qu'il n'y a que cette affaire qui concerne la Roumanie. Mais on ne peut pas étudier l'affaire du Bouchéguy sans étudier l'environnement de cette affaire et le passé de la Roumanie. Et on va découvrir des choses assez fabuleuses qui vont nous aider à démêler le vrai du faux. Car je vous le dis déjà, de suite, la suite des livres de Sinamar, parce que même s'il n'y a eu que 3 livres traduits en français, bientôt un 4e, il y en a eu 7 de parus, un 8e en cours d'écriture, et là, la suite, je peux vous le dire, va faire le bonheur du New Age. Et comme vous le savez, le New Age et moi, ça fait un peu deux. Donc bonjour Jean Librero. Bonjour Silvano, content que nous puissions commencer cet entretien sur la Roumanie après 45 minutes de soucis avec les connexions audio et vidéo. Eh oui, alors Jean, ça fait longtemps que toi et moi on se connaît, qu'on discute.
hein, soyons francs, on n'est pas toujours d'accord, mais on discute toujours avec passion et on fait avancer les choses. Et donc, déjà, bravo à toi pour avoir traduit Calvin Parker. Si tu veux, on en discutera, mais je crois que tu as déjà fait des émissions sur ce livre, l'affaire de Pascagoula en 1973, qui est assez extraordinaire. Mais on y reviendra parce que là, tu as traduit un livre, OVNI en Roumanie, de Dan Fargas. Explique-nous cela. D'accord. Merci Silvano de m'avoir invité. Effectivement, comme tu le rappelles, c'est une synchronicité, hein. Quand je t'ai parlé de ce livre, je ne sais plus d'ailleurs si je savais que tu travaillais sur Bussezi, parce qu'en fait, je l'ai appris il y a peu de temps, hein, que tu t'occupes tu travailles sur ce dossier. Je ne le savais pas. Et je crois que c'était totalement une coïncidence, comme tu l'as dit, la synchronicité. Je crois que je ne savais pas du tout que tu t'intéressais au dossier Bussezi quand je t'ai parlé du livre de Dan Farkas. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. Mais en tout cas, c'est une coïncidence parce que, voilà. Alors, ce livre, je l'ai choisi dans un catalogue d'un éditeur anglais avec qui j'ai un accord de coopération. Donc, je peux traduire des livres d'un catalogue anglais dans des conditions favorables pour ce qui est du paiement des droits étrangers. Et j'ai choisi ce livre après avoir traduit le livre de Parker, comme tu dis. Donc, il vient d'être traduit. Là, il va sortir bientôt dans une semaine en Kindle et puis ensuite en version papier. Alors, Farkas est un universitaire, c'est un scientifique, c'est un mathématicien, un informaticien. Il est né en 1940. Il a travaillé il était enseignant, il est expert pour l'Organisation mondiale de la santé, expert en santé pour la Commission européenne entre 2007 et 2010, coopérant pour l'OMS entre 1997 et 2001. Bref, c'est un scientifique. Et par ailleurs, il est président actuellement de la principale organisation ufologique en Roumanie qui s'appelle l'ASFAN, ASFAN, qui veut dire Association roumaine pour l'étude des phénomènes aérospatiaux. Il était vice-président en 98 au moment de la fondation et il est président depuis 2011. Le président fondateur, c'était le fameux Ion Obana. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui, mais il est très connu dans les recherches ufologiques sur les pays de l'Est. Ion Obana a écrit effectivement un livre qui a été traduit en français, Les ovnis en Russie et dans les pays de l'Est, qui a été traduit en italien, en français, sorti au début des années 80. Voilà, et donc c'est la grande figure de l'ufologie roumaine. Et ce livre a eu un grand succès, hein, le livre Yonobana, parce qu'il a fait connaître, grâce à lui, la réalité des études et du phénomène ufologique en Russie et dans les pays de l'Est, parce qu'on ne le savait pas du tout, hein, on n'en prenait pas la mesure à cette époque-là. Voilà. Donc, il y a eu de nombreux auteurs ufologues, hein, en Roumanie, avant 1990, parce que Ceausescu tolérait les recherches ufologiques, mais surtout après 1990. Et donc, il a publié ce livre en 2015, je crois, 2015-2016 en Angleterre, donc traduit du roumain en anglais. Et donc, je l'ai choisi là, l'an dernier, hein, en 2019. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur ce livre? En résumé, il y a beaucoup de cas classiques, hein. Il y a d'importants dossiers militaires, d'observations militaires, dont des militaires qui ont le courage de signaler, ouvertement, hein, à Dan Farkas et dans la presse des observations. Ils ont souvent attendu d'ailleurs d'être à la retraite ou une période longue. Et des cas spectaculaires, hein, de dossiers militaires dont on pourra parler, d'observations d'avions, spécialement d'armées de l'air, hein, des hélicoptères. Bon, ça, c'est des cas classiques. Mais sinon, il y a plusieurs cas de rencontres humanoïdes. Alors, ça peut faire sourire certains, bien sûr, sceptiques ou pas, mais intéressant, très intéressant. Et puis des cas d'enlèvement, des cas d'enlèvement supposés ou avérés, Silvano, et puis des cas effectivement de rencontres paranormales, c'est-à-dire qui sont liés à des sorties hors du corps, mais des sorties hors du corps qui projettent effectivement dans un monde extraterrestre, dans un monde peuplé d'êtres intelligents. Donc on est à la frontière, hein, frontière indécise entre
ufologie standard, si l'on peut dire, et puis l'étude de phénomènes paranormaux ou l'étude des expériences limites, hein, qui sont les sortures du corps, etc. Voilà, Ouais, une grande c'est vrai. variété. Moi, je l'ai eu la chance déjà de le lire, parce que tu as eu la gentillesse de me l'envoyer en version PDF. Il est assez extraordinaire, hein, parce qu'il est bien construit. On commence par les cas ufologiques un petit peu au Moyen Âge, qui sont en Roumanie. Et il continue Oui, avec, ça va de plus en plus fort, avec les rencontres rapprochées, comme tu le dis, des êtres. Il y a des photos. Et on parle par exemple d'un cas, mon cher Jean, le cas Vasile Roudan. Et le cas Vasile Roudan est quand même assez extraordinaire, puisque moi, je l'avais déjà exploré. Et j'étais tombé sur toute une frange de gens qui me disaient que cette histoire de Vasile Roudan est complètement fausse. C'est ce que je parlais tout à l'heure avec les fameux deux camps. Et l'autre camp qui me disait, mais tu rigoles ou quoi? On a des preuves que c'est tout à fait vrai. Et là, j'étais très content de voir que le cas Vasile Roudan est bien traité dans ton livre. Alors, pour résumer, ce qui est assez extraordinaire, hein, c'est que ça ressemble un petit peu comme deux gouttes d'eau à Bouchégui. On en est à le cas Vasile Roudan. Des projets militaires impliquant la visualisation à distance, des projets qui avaient des liens avec les ovnis. Basile Roudan, né en 1934, dans un petit village. Sa maman avait des dons de clairvoyance. Et depuis 1965, Roudan a participé en tant qu'instructeur, tenez-vous bien, à des recherches expérimentales faites à la demande et sous le contrôle du ministère de la Défense portant sur les communications télépathiques et la détection extrasensorielle de cibles souterraines. Souterraines, vous vous rendez compte? On est exactement dans le même cas que Bouchégui. Tenez-vous bien, avec vérification sur le terrain de rapports établis par des archéologues à partir de relevés effectués sur des sites disséminés dans tout le pays. Alors là, on ne parle pas comme dans Bouchégui du fameux satellite géodésique qui aurait découvert quelque chose dans le sous-sol, mais c'est pas incompatible. ce n'est pas du tout incompatible. Mais tu vois, déjà, on voit que les archéologues avaient travaillé sur le terrain et avaient détecté beaucoup de sites sous terre en Roumanie. Et donc, ainsi furent localisés par des moyens extrasensoriels, donc là on n'est plus dans des moyens technologiques, des dizaines de kilomètres d'anciens réseaux souterrains. D'accord? C'est un truc de complètement fou, quoi, hein. Des murs antiques, diverses cavités souterraines d'origine humaine. Et après avoir analysé tous ces résultats, euh, c'est là qu'il a évidemment commencé à avoir des problèmes, même si il a effectué plusieurs missions sur ordre direct du général Ilie Ceausescu, qui n'est rien que moins que le frère du dictateur Nicolas Ceausescu. Sous les Et, ordres de la femme, hein, de Ceausescu également. et aussi de la femme, Elena Ceausescu, qui était numéro 2 de l'État. Et pour continuer à trouver ces réseaux souterrains et qu'est-ce qu'il y avait sous terre. Et alors, encore une fois, on va tomber sur quoi? Vasile Roudan va coordonner des recherches avec des enfants afin de tester leur capacité extrasensorielle. On est comme dans le fameux département 13 des services secrets roumains dans l'affaire du Bouchégui. Et là, après, ben, je vous laisserai les lecteurs découvrir tout ce qu'il va trouver. Mais c'est assez extraordinaire parce qu'on va trouver des reines mythiques, un peu comme dans le Bouchégui, des références à d'anciens extraterrestres présumés comme dans le Bouchégui, de légendes locales, de portes s'ouvrant sur d'autres royaumes, absorbant les individus malchanceux qui se trouvent aux alentours. Et puis, il y a dans ton livre une photo assez étrange. Peux-tu nous parler de cette photo de Vasile Roudan? Eh bien, il était accompagné de quelques-uns de ses quelques collaborateurs. Ils ont fait une observation
C'était en espace ouvert, des lumières, des formes qui sont inhabituelles. Il a voulu s'approcher pour faire une photographie. Et à ce moment-là, non, non, c'est pas lui. Il veut s'approcher du phénomène, tout simplement. Et on voit que c'est un homme robuste. Et ses collaborateurs ont voulu prendre la photo de Roudan s'approchant du phénomène. Et là, eh bien, il y a eu encore une nouvelle distorsion visuelle. Mais enfin, on a quand même, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a une photo de Vassil Roudan qui, comme tu l'as signalé là, est un monsieur qui est lié vraisemblablement enfin, dans le livre de Radu Cinema, alors on dit le département zéro, hein, comme tu l'appelles dans notre département zéro dans le livre de cinéma, donc César Bratt, il est vraisemblablement en contact avec ces gens. Donc, on a la photographie quand même, bon, de dos, évidemment, on ne voit pas son visage, mais d'un homme qui appartient vraisemblablement à ce fameux département secret. Donc, moi, c'est surtout pour cela que tu l'as très bien résumé, que ce chapitre, qui est l'un des derniers chapitres du livre, est très intéressant. Et il m'a frappé, moi aussi, Silvano, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que moi j'ai lu un Découverte à Bucégy il y a plusieurs années, peu de temps après sa sortie. Puis j'ai aussi Le Mystère égyptien. Donc moi personnellement j'ai pris au sérieux ce dossier tout de suite. Et donc cet aspect que tu as rappelé tout à l'heure, effectivement, des programmes de formation d'enfants ayant des capacités psychiques particulières, capacités paranormales. Et il faut se souvenir, effectivement, donc il faut lire les livres de Radu Sinemar, que César Bratt apparemment a été identifié lui-même dans l'enfance. Je crois qu'il avait un cordon ombilical spécifique, très anormal. Il a été identifié justement à cause de cela, si je me souviens bien. Et il a été tout de suite mis sous le patronage, enfin sous la tutelle d'un enseignant, qui était soi-disant un Chinois, qui s'est avéré être en vérité un lama tibétain. Donc cet enfant a été identifié comme ayant des capacités psychiques supérieures dès son très jeune, et donc il a intégré par la suite ce département zéro qui recrutait des personnes de capacités particulières, entre autres le remote viewing, etc., les sorties hors du corps. Et on sait que tout cela a été étudié par les Américains, hein. Il y a beaucoup de livres qui devraient être traduits d'ailleurs, hein. Il y a le livre, les éditions Trajectoire ont traduit 2 livres sur le remote viewing. Je ne sais pas si tu es au courant, si nos auditeurs cherchent Édition Trajectoire, qui est un éditeur qui porte un autre nom maintenant, qui est rattaché à un groupe, mais qui est à la région toulousaine d'ailleurs. Mais Jean, oui, tu disais, les gens, ils croient pas. Mais c'est même pas la peine. De toute façon, déjà, le mot croire, c'est simple, hein. Ceux qui croient pas, c'est ceux qui n'ont pas enquêté, c'est ceux qui n'ont pas cherché, c'est ceux qui cherchent à rien comprendre et qui disent, ah, c'est des conneries. Donc ça, c'est facile. Mais ces expériences de remote viewing, c'est pas que dans les livres. Si on va dans les archives secrètes de la CIA, les documents déclassifiés, mais vous pouvez, il y en a pour 3 ans de lecture, quoi, en gros, hein, sur toutes ces expériences extrasensorielles. Alors, je ne vous dis pas ce qu'il y a dans les archives secrètes russes, mais là, moi, je ne lis pas le russe, donc je ne peux pas y accéder, et puis ils déclassifient beaucoup moins que la CIA. Certains me disent, oui, mais est-ce que c'est vrai, ce que la CIA, les documents secrets de la CIA? Oui, bah attends, la CIA, ils ne vont pas payer des milliers de personnes pour faire de faux documents, pour ensuite les rayer de noir, et puis les divulguer 50 ans plus tard. Il faut arrêter aussi, hein, parce qu'il y en a qui voient la conspiration partout, c'est assez dingue, quoi. Mais sur Vasile Roudan, il y a eu énormément de rapports, de photos, il y a des négatifs, il y a des films, mais ils ont tous été remis, évidemment, à l'unité militaire, et Roudan ne fut pas autorisé à garder quoi que ce soit. Alors, il y a eu quelques petites fuites, comme les photos certaines photos qu'il y a dans ton livre, mais c'est vrai que c'était un groupe de recherche expérimentale extrasensorielle, et on retrouve des choses analogues dans le Bouchégui. Et là, le problème, c'est que comme évidemment, quand tu enquêtes sur la Roumanie, c'est très difficile, mais il faut y aller par hypothèse mathématique. En fait, en gros, quand tu veux démontrer quelque chose en mathématiques et que tu ne sais pas, tu pars de la supposition que l'hypothèse est vraie. Et ensuite, tu fais des recherches. Si tu trouves des corrélations qui te donnent cette hypothèse probable,
À la fin de ta déduction, tu vas trouver des éléments. Si tu ne trouves rien, on peut considérer que l'hypothèse est fausse. Il ne faut pas se leurrer. Tout ce qui est écrit dans les livres de cinéma, tout n'est pas vrai, de loin pas. Il y a des indices, il y a des choses qui sont vraies, bien entendu. Mais c'est quand même assez étrange de retrouver des corrélations pareilles bien avant. C'est quand même assez étrange. Mais ça, j'y reviendrai dans mes émissions sur le boucher-Guy. Mais il y a d'autres choses qui sont assez extraordinaires dans ton livre. C'est quand même des rencontres rapprochées. Oui, donc bon, ben d'accord. Bon, père Vassili Roudan, effectivement, très très intéressant, hein. Comme tu l'as rappelé, des tunnels en céramique. Il a trouvé des tunnels en en céramique, hein, qui sont donc des technologies quand même sophistiquées, hein. Donc, il suppose beaucoup de choses concernant le passé de l'humanité, hein. Oui, et, ouais, et il est là, tu mets le doigt dessus. Le passé de l'humanité. Ah oui, ah oui. Parce qu'il y a même quelque chose, par contre, je ne sais pas si tu connais, mais il y a quelque chose dans le livre qui est manquant dans l'historique. Je l'ai pas, alors peut-être que je ne l'ai pas trouvé, c'est les fameuses fusées de Sibiu. Ça te dit rien, tu vois. Si, Hein? non, Ça te dit rien. Eh ben, parce que je c'est suis pas encore. aussi calé que toi sur la Roumanie. En fait, on a retrouvé, mais déjà, allez, pour vous faire une surprise. Ta-ta-ta, attention la surprise. Allez, regardez la belle photo. Tu la vois, Jean? Oui. Le beau sphinx. Et c'est quoi ça? Bah, c'est un vieux livre de 1955 de Robert Charroux. Mmh. Mhm. Et on parle de quoi? On parle du cas des fusées de Roumanie de Sibiu. D'accord? Et donc, c'est quoi? Eh ben, c'était une fusée à 3 étages. Mais le problème, c'est que la description de cette fusée à 3 étages est écrite dans un livre qui date du XVIe siècle, de 1529 exactement, et qui a été écrit par Konrad Haas, et qui explique que le carburant employé était solide pour les deux types de moteurs composés de poudre spécialement étudiée, mais il pouvait être remplacé par une mixture à base d'acétate d'éthyle d'ammoniac, d'acide acétique et différents autres corps chimiques. Le manuscrit précise que l'acétate d'éthyle était obtenu à partir du vinaigre et de l'alcool. L'eau ammoniacale provenait de l'urine animale. Et donc, c'est quand même assez dingue, quoi. Parce que là, il y a plein de documents. C'est des documents qui sont pas classifiés, qui sont dans des bibliothèques. Maintenant, ils sont conservés parce que c'est anciens. Donc, certains vont dire, ah là là, Sylvano, ça va, ça fume là-haut. Mais regardez, je vais vous mettre, quand vous allez sur le site de la NASA, les fusées de Sibiu, ils sont mentionnés. Quand vous allez dans la Bible on va dire, des debunkers, Wikipédia, chose que je n'y vais jamais, juste pour des fois, il y a les fusées de Sibiu. Vous vous rendez compte? Et c'est aujourd'hui, ce parchemin est conservé précieusement au musée de Bucarest. Attendez que je ne vous raconte pas de bêtises. Alors, des auteurs roumains comme Doru Toderiuciu a écrit un énorme article sur le Sibiu manuscrit, hein, c'est le titre du livre, dans la revue roumaine d'histoire qui date de 1967 de l'Académie de la République socialiste de Roumanie. Et ce parchemin, eh bien, il est dans la bibliothèque de Sibiu. Voilà. Et donc, il y a des expériences qui sont faites dans la dernière partie du manuscrit. On donne le compte-rendu exact de l'expérience de lancement en 1555 d'une fusée à plusieurs étages et d'une lance volante à grand rayon d'action. Il y est même question, mais l'engin ne fut pas construit, d'une maisonnette propulsée en l'air par une fusée naïve, mais véritable anticipation de la cabine spatiale des cosmonautes du XXe siècle. Après, si on se coupe un petit peu de l'Occident et que l'on va vers l'Inde, les livres sur les Vimanas sont légion. Donc, c'est quand même assez extraordinaire de voir que ces histoires
Évidemment, on les met, tu sais, comme la poussière sous le tapis. Ah, on n'en parle pas parce que ça dérange, d'accord? Mais c'est assez fabuleux. Mais Oui. d'autres histoires anciennes qui sont relatées dans le livre, peut-être que les fusils de Sibiu en Roumanie sont très connus et donc Fargas n'avait pas voulu faire une piqûre de rappel là-dessus en disant je ne vais pas réécrire sur quelque chose que tous les Roumains connaissent, mais il y avait d'autres cas qui sont très intéressants et que moi je ne connaissais pas du tout dans le livre que tu as traduit. Source bibliographique pour toi et pour les auditeurs à ce propos, à propos des éléments que tu signales. Alors, je ne l'ai pas lu, évidemment, mais c'est le livre de Călin Tursu. Alors, Extraterrestri in Romania, édition Objective, Craiova, 2004. Ouais. Volume 1, 2004, volume 2, 2005. Donc, et dans ce livre, si tu veux, Extraterrestre en Roumanie, donc c'est un titre qu'on dira générique, mais en vérité, Farkas, dans son livre, signale que le livre de Călin Tursu contient plus de 80 observations étranges dans les temps anciens, c'est-à-dire dans l'Antiquité ou au Moyen Âge, Mhm, dans la mhm. Roumanie et les environs. Donc 80 signalements étranges antiques dans ce livre de Călin Tursu, qui est un ufologue majeur hein, en Roumanie. Donc, si tu continues les travaux, mais enfin, c'est important de connaître le nom de Călin Tursu dans tous les cas. Voilà d'autres livres, Jean, qu'il faut que tu traduises en français. Ben, tu sais, c'est drôle parce que tu vois, j'ai vraiment commencé à avoir une passion pour la Roumanie et l'ufologie en Roumanie à l'occasion de cette lecture. J'ai un attrait fort pour la Roumanie maintenant. Et puis, il faut dire que j'avais lu quand même Découverte à Bucégy hein, il y a quelques années. Et puis j'ai connu Dan Farkas. Le livre que j'ai traduit a été préfacé par Didier Charnet, Silvano. Didier Charnet est un amateur d'ufologie. Il s'est passionné pour l'ufologie en Roumanie. Il s'est marié avec une dame roumaine. Il a vécu en Roumanie. Il est ici en France. Maintenant, il est retraité. Et il a préparé un livre, il a écrit un livre pendant 3 ans sur l'ufologie en Roumanie qui n'a pas terminé, qui n'a pas été publié encore. Mais il a écrit la préface pour ce livre, je l'ai contacté. Donc c'est un très bon connaisseur de l'ufologie en Roumanie. Je t'invite à le contacter, au moins pour consulter ce qu'il a pu recueillir comme information, au moins les contacts. Monsieur très agréable, très gentil. Ouais, avec grand plaisir, Jean. Tu peux m'envoyer ensuite ses Son contact, oui, oui, il sera content. petits Oui, mots, oui. pas que pour me présenter. Oui, oui, Didier Charnet. Mais alors, je veux te dire, un livre, Liber Prodigiorum. Alors, il est signalé donc à la fin du premier chapitre donc sur les observations médiévales, hein, sur lesquelles on ne va pas s'étendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais Liber Prodigiorum, un livre écrit par Julius Obsequens, donc c'est un nom latin, c'est un romain, historien romain du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc l'Empire romain n'est pas encore totalement détruit, il est quand même envahi par les Goths et les barbares, comme on dit, mais il existe encore. Puis après, il y a l'Empire justinien, comme tu sais. Le livre décrit des observations célestes inhabituelles au-dessus de Rome, donc dans l'Antiquité, donc en latin évidemment, et il a été imprimé seulement en 1552 avec des gravures donc d'époque, c'est-à-dire du XVIe siècle, qui reconstituent, qui restituent enfin les témoignages recueillis dans le livre qui date donc de 350 après Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Donc, je te le signale pour des chercheurs qui sont capables de déchiffrer le latin et qui s'intéressent à l'ufologie, qui veulent coopérer avec Silvano Trotta pour les recherches anciennes. Hein, voilà. Liber Prodigiorum de Julius Obsequens. Obsequens. Après, dans ton livre, tu t'occupes pas que des observations d'OVNI, des observations de rapprochées avec des soi-disant extraterrestres, qui toujours soi-disant extraterrestres, parce qu'on n'en sait pas hein, qui sont. Mais il y a aussi pas mal des chapitres consacrés à des artefacts romains retrouvés qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, comment ils ont été fabriqués et à quoi ils servaient.
Oui, donc les rencontres approchées, je t'en ai pas dit un mot encore, hein. Je t'ai pas cité un cas. Si tu espères que tu me donneras une petite minute quand même. Alors vas-y, ouais, vas-y, c'est vrai. Parce on en avait discuté en intro et donc là, je me suis emmêlé les pédales. C'est vrai. Vas-y. Bon, alors, tu sais, pour faire une sélection de cas pour cette émission, ça a été un casse-tête, Sylvano, parce qu'il y a tellement de dossiers que c'est plus difficile de sélectionner que de les décrire finalement. Hmm. Mais bref, alors, tu as un chapitre 8, qui s'appelle Rencontres rapprochées et extraterrestres. Donc, j'ai choisi 4 cas rapidement. Tu as un cas je vais commencer quand même par le cas de Georges Parvou, parce que Georges Parvou, c'est quand même le cas le plus ancien historiquement. Ça date de 1939. On en a un peu parlé, effectivement, toi et moi, en introduction. Tu permets que je présente ce cas? Évidemment, Jean, tu plaisantes. D'accord. Alors, Georges Parvou, c'est né en 1930, géologue. En 1939, à l'âge de 9 ans, il a vécu une rencontre étrange dans son village natal, 50 km au nord-est de Bucarest. Il a décidé en 2011 de rendre public l'incident dans 2 livres qui ont été publiés simultanément, donc à cette époque-là, en 2011. Et il a eu des entretiens avec l'auteur d'Anne Farkas en 2015 et 2016. Donc c'est déjà assez singulier, un épisode qui se passe en 1939, donc il y a plus de 80 ans, un garçon qui avait 9 ans, et il témoigne en 2011, donc effectivement, c'est né en 1930, ben, il avait 81 ans. Alors, rapidement, description. Par une matinée ensoleillée, début du mois d'août, donc 1939, se trouvait dans le parc public avec un groupe de 5 camarades, allongés sur le dos, l'un des enfants montrait une étoile brillante dans le ciel qui se déplaçait en zigzag. Le phénomène, comme s'il les avait localisés, fit plusieurs cercles qui descendaient vers eux. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il augmentait de volume, la luminosité s'accroissait. Altitude de 60-80 mètres, il s'immobilisa, suspendu silencieusement. La lumière perdit de son éclat, devint terne, prit une couleur cuivrée. La base de l'objet, il y avait une forme concave, circulaire. 2 des enfants prirent peur, s'enfuirent pour se cacher derrière le mur d'une fontaine, et 3 autres, y compris Georges Parvou, se levèrent, contempèrent le phénomène. Le témoin poursuit. L'objet a touché le sol à 40-50 mètres. Environ 20 cm de la base, l'OVNI était entouré d'une ceinture de 30 cm de large, composée de petites aubes de turbines ressemblant aux pales d'un moulin à eau. L'OVNI, de forme ovale, semblable à une tulipe aux pétales fermés. Donc c'est l'image qui est reproduite dans le livre et que nous avons commenté. J'estimais que l'objet mesurait 5 mètres environ 5 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. De la tulipe, une écoutille s'ouvrit. 2 petits hommes en sortirent, tous 2 vêtus d'une sorte de combinaison de plongée de couleur grise, parfaitement moulée au corps. Le témoin déclara qu'ils étaient plus grands que nous. Les êtres sont approchés des enfants, l'un d'eux pointant vers le sol une boîte rectangulaire, taille d'une lampe de poche. L'autre humanoïde a pointé un bâton qui a généré un mur invisible et infranchissable entre eux et les enfants. Les êtres se sont approchés des enfants, l'un d'eux pointant donc. Les visiteurs réintégrèrent le vaisseau qui décolla aussitôt. Une hauteur de 70 mètres, l'objet de couleur mate s'est illuminé fortement avant de jaillir dans le ciel sans émettre aucun bruit. Alors c'est là que ça devient intéressant. Donc ça c'est l'épisode, l'aspect descriptif, hein, des histoires vraiment incroyables a priori. Et alors, un aspect plus intéressant, c'est vraiment l'impact physique et psychologique sur les enfants, l'impact physiologique, tu vas voir. Je te résume, c'est qu'il y avait 3 enfants, donc ils sont tous partis en courant, évidemment, à l'émotion. Georges a parcouru 2,5 km à la course, il est rentré chez lui, évidemment, personne n'a voulu croire son histoire. Mais il a convaincu sa mère d'aller voir l'un des. Il y avait une jeune fille et un garçon de son âge. Ils sont allés voir euh, une jeune fille. Non, un autre garçon, c'est 3 garçons. Ils sont de retour auprès de sa mère. Il rendit visite avec elle à son amie Fanitch, qui vivait dans la même rue. À leur arrivée, ils trouvèrent le garçon très malade, la tête dans les bras de sa mère. Il marmonnait à peine quelques mots. L'enfant est mort peu de temps après. Là, c'est ce que témoigne en tout cas Georges Parvus en 2011. Je sais pas, je suppose que Dan Farkas a fait des vérifications sur le décès de cet enfant. Ce n'est pas spécifié dans le livre. Georges courut ensuite pour retrouver Marcel, l'un des autres témoins oculaires, et le trouva malade lui aussi, la tête penchée sur un évier, vomissant de la bile.
Georges le prit par la main, le fit sortir, le força à courir. Ils coururent ensemble sur environ 2 kilomètres, puis s'arrêtèrent. Mystérieusement, Marcel se sentait mieux. Après cet épisode sportif, ils rentrèrent chez eux en courant. Sa maladie avait complètement disparu. Alors, quelle signification ici? Georges Parvou attribue les conséquences dramatiques de la rencontre à une sorte d'énergie que l'appareil leur avait communiquée. Il écrivait: si cette énergie était restée dans notre corps sans se consumer, sans la transformer en force mécanique, énergie en calories utilisées, elle aurait surchargé le cœur, les poumons, le foie, par conséquent généré un dysfonctionnement fatal. Si je n'avais pas couru sur de longues distances, j'aurais peut-être subi le même sort. Mhm. Voilà, c'est un récit qui est assez bref, mais que je trouve spectaculaire. Ouais, mais oui, mais oui. Georges Et, Parvou. et puis ça corrèle d'autres récits, hein, parce Ah qu'effectivement. oui, tout à fait, hein. Il y a des cas de ce type, hein, dans l'ufologie internationale. Alors là, je vais te donner un récit de la vague de 68. Il faut savoir que pour la Roumanie, la vague de 1968 était très importante, hein, dans ce pays. Donc il y a eu beaucoup d'observations. Il y a eu la fameuse observation de Cluj, hein, observation sur un site militaire, un site d'exercice de tir. Hein, c'est l'épisode le plus classique, 1967. Mais ça, c'est déjà été beaucoup commenté. Alors, humanoïde dans la forêt de Oya Baciu, qui est dans la région de Cluj, hein, justement, cette région de Cluj, énormément d'observations sur plusieurs mois entre 67 et 68. Donc, c'est le samedi 20 juillet 1968. Le personnage concerné est Alexandre Sift, qui est mort à l'heure actuelle. Alors, dans les années 60, le professeur de biologie Alexandre Sift a étudié les phénomènes lumineux, magnétiques, radiologiques, difficiles à expliquer. Il a rassemblé une riche documentation de photos qui ont mystérieusement été perdues quelques jours après sa mort en 1993. Donc, ce cas des humanoïdes dans la forêt de Oya Baciu a été étudié par Adrian Patrout, qui est un des auteurs importants, un des auteurs ufologues importants en Roumanie. Les quelques photographies restantes ont été publiées en 1995, donc 2 ans après la mort de Sift, par le docteur Adrian Patrout, professeur de chimie à l'université de Cluj-Napoca. Alors, le samedi 20 juillet 1968, vers 11h, chaude journée d'été, Alexandre Sift, son épouse, Viorica Sift, se rendent dans une zone fréquentée, Valea Bongarolu, dans la forêt d'Oyabashu. Sift, qui observait les environs avec ses jumelles Zeiss 830, remarqua sur la crête, à lisière du bois, une espèce d'environ 200-300 mètres, 4 êtres humanoïdes d'une apparence inhabituelle. 2 humanoïdes étaient immobiles, le dos tourné vers l'observateur, près de la lisière de la forêt, regardant le ciel bleu. Un autre humanoïde était allongé au sol. Après 5 minutes, apparut un objet qui fut décrit comme ressemblant à un ballon en forme de poire d'un diamètre de 20 à 25 mètres, vitesse d'environ 50 à 60 km/h à une altitude d'environ 100 mètres. Au-dessus des 4 humanoïdes, le ballon éjecta 3 grandes sphères dans un mouvement vertical, 9 sphères plus petites sur une trajectoire parabolique. Les sphères les plus grandes avaient un diamètre de 5 à 6 mètres, les plus petites un diamètre entre 2 et 3 mètres. Les 4 humanoïdes levèrent les bras au-dessus de leur tête. En quelques secondes, une sorte de cloche de parachute blanc les recouvrit tous les 4, de la tête au milieu du corps. Après quelques dizaines de secondes, les 4 parachutistes humanoïdes s'élevèrent lentement, devenant de plus en plus indistincts, quelques mètres au-dessus du sol, jusqu'à disparaître complètement. Voilà. C'est Extraordinaire. donc un témoignage des rencontres humanoïdes. Extraordinaire. Ben, c'est bien. Et donc, ben voilà, ce livre de Jean est assez exceptionnel, hein. Ça t'a demandé beaucoup de temps pour le traduire. Oui, ça demande beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de relecture. Il faut savoir que c'est traduit de l'anglais, hein. C'est traduit de roumain en anglais par Dan Farkas avec le soutien de l'éditeur Philippe Mantel. Donc, il y a un travail de relecture, de réécriture en anglais. Donc, c'est pas toujours, c'est difficile, hein. C'est pas toujours facile, disons, de traduire un livre qui a été réécrit dans une autre langue. On sent souvent, effectivement, des incertitudes, des flottements dans la perception du sens précis. Donc, on doit être vigilant. Je vais te donner un récit quand même qui a plus de relief, qui a plus de force dans les significations. C'est le lac Baléa en septembre 1978. Lac de Baléa, un lac glaciaire avec une station de montagne à 2034 mètres d'altitude dans les monts Fagaras, au centre de la Roumanie. Ça donne l'occasion à toi et moi et aux auditeurs d'explorer un peu la géographie. Avant que tu nous invites tous, Silvano, pour
pour un documentaire sur place. Le 23 septembre 1978, à minuit, deux techniciens de la station supérieure du téléphérique étaient réveillés par une lumière rougeâtre circulaire visible à travers le brouillard dense dans une caserne en bois à 2 étages, non loin du téléphérique. Une vingtaine de conscrits étaient stationnés. À peu près au même moment, le caporal Johan Dor sortait d'une chambre de la caserne pour aller boire un verre d'eau. À l'angle du bâtiment, il aperçut une silhouette sombre et immobile, haute de 2 mètres, éclairée par une ampoule. À cause du brouillard, le militaire ne distingua aucun détail précis, cria qui est là, n'obtint pas de réponse, il pensa qu'il valait mieux retourner à l'intérieur de la caserne. Ça, c'est un épisode qui pourrait être anecdotique. Et néanmoins, 10 minutes plus tard, la figure avait disparu. Le soir suivant, le ciel était clair, sans brouillard. Vers 21h45, devant le bâtiment, le sergent Yon Radou attira l'attention des soldats d'Or et Vulpe, donc d'Or qui a fait l'observation la veille, sur un monticule distant de 15 à 20 mètres sur lequel se dressait une silhouette sombre, hauteur estimée à 2,5 mètres. Donc c'est une silhouette anthropoïde, enfin une silhouette d'un être vivant apparemment, supposément. L'estimation était faite en rapport avec une citerne de diesel de 2 mètres de haut, donc la silhouette était plus haute. Pendant ce temps, les soldats de la chambre se mirent à crier que quelqu'un avait ouvert les volets de leurs fenêtres. Celles-ci étaient fixées avec des fils torsadés à l'aide d'une pince et d'une chaîne transversale. Les verrous des volets étaient à 2,50 m du sol. Donc effectivement, on était très surpris que quelqu'un ait ouvert les volets qui étaient quand même verrouillés avec des chaînes, une pince et à 2,50 m du sol. Entre-temps, d'autres soldats commencèrent à jeter des pierres sur l'être étrange observé par le sergent Yoardou. L'être étrange était déplacé à travers le monticule. Le sergent Radou s'empara d'une massue, se dirigea vers la butte. Arrivé à 1,15 m, Radou souleva la massue pour le frapper. Il eut un souffle comme le souffle d'un tigre, entre guillemets. Le sergent tomba en arrière dans la neige, comme frappé par la foudre, les bras étirés, la tête vers le sol. Les deux autres soldats qui se trouvaient à 3 ou 4 mètres restèrent paralysés pendant quelques secondes. L'entité aurait examiné le sergent, puis aurait disparu. L'un des soldats déclara que l'entité se déplaçait comme un homme marchant sur l'eau, se penchant d'un côté puis de l'autre, flottait sur une jambe puis sur l'autre. Les deux soldats qui accompagnaient le sergent allèrent le chercher et le ramenèrent. Il se rétablit après 10 minutes de tentative de réanimation. Voilà. C'est intéressant ça déjà, c'est la hauteur de l'entité, 2,50 m, tu vois. On est plus déjà dans les êtres grands par rapport, vous savez, à ce qu'il Oui, raconte. oui. Oui, les petits êtres, les petits gris, toujours petits. Là, on a des êtres. À l'endroit où Yon Radu était tombé de la neige, les soldats, le lendemain, donc, c'est parce qu'on était là dans la nuit lendemain, les soldats ne retrouvaient rien d'inhabituel. Il n'y avait que les traces des soldats, rien d'autre. La nuit suivante, les soldats avaient si peur qu'à l'exception du sergent et d'un caporal, ils quittèrent tous les lieux, rejoignirent la station de Balea Cascade à 1200 mètres d'altitude. Ils ne revinrent que le 26 septembre, accompagnés d'un officier. Plusieurs années plus tard, le sergent Radou confirma les événements à Kalin Toursou, donc l'auteur dont on a parlé tout à l'heure, ajoutant que 20 militaires se trouvaient dans la caserne, que l'entité avait l'aspect d'un épais tube de métal d'un diamètre supérieur à 50 cm, sans aucune autre caractéristique, et qu'il n'était pas beaucoup plus grand que lui. Yeah. Voilà. Bien, ça comme témoignage aussi. Alors, pour terminer, si tu veux, rapidement, les rencontres humanoïdes, et là, on approche le thème de l'enlèvement, le thème classique de l'enlèvement, de l'abduction. C'est-à-dire là, c'est une hypothèse qui est formulée par l'auteur, une hypothèse solidement documentée, conformément aux études qui sont faites sur les enlèvements. Comme tu disais, l'enquête mathématique, on fait l'hypothèse que c'est vrai et on cherche des indices. Disons que tu sais que pour les enlèvements, l'un des thèmes caractéristiques, c'est le temps manquant et c'est l'absence de logique chronologique dans le récit des personnes. Quand il y a des éléments de l'épisode qui sont oubliés ou qui ne peuvent pas être reconstitués consciemment, donc on suppose un temps manquant et le temps manquant suppose un enlèvement, dans l'hypothèse où les enlèvements sont une réalité, bien entendu. Tu permets, Sylvano, c'est l'affaire Chertesti de 1996. Ça, c'est un cas principal, un cas central de l'ufologie en Roumanie. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans la nuit du 8 au 9 juillet 1996, au centre d'un village de Chertesti, souligne l'auteur, la prononciation, dans le comté de Galatie, au sud de la région moldave, puisque la Roumanie est frontalière avec la Moldavie, donc il y a une partie de la Moldavie qui est dans la Roumanie. Un sergent de police et un garde ont vécu une rencontre du troisième type. C'est l'expression utilisée par
par Dan Farkas. Le producteur de télévision Mihai Badescu se rendit le 5 août à Chetesti, le 5 août 1996, accompagné de Călin Tursu, l'ufologue, pour les enquêtes préliminaires. Le 12 août 1996, il revenait avec une équipe plus nombreuse pour réaliser un court-métrage pour TVR1, principale chaîne de télévision. Călin Tursu, Dan Farkas étaient présents. Alors, l'épisode. Le sergent de police Marian Mansu et Maricel Rousseau, qui était un garde volontaire, patrouillaient sur la route principale qui traversait le village de Chertesti le 8 et 9 juillet 96, la nuit du 8 au 9 juillet 96. Vers minuit 30, alors qu'ils étaient devant le bureau de police, Manchou dit à Rousseau qu'il allait rentrer chez lui pour 10 minutes afin d'aller chercher quelque chose à manger. Au moment où le sergent passa le coin de la résidence, il entendit un sifflement provenant de la rue, il sentit un courant d'air, il se retourna, il vit sur la route quelque chose éclaboussant de lumière bleue et rouge, faisant un son comme « voum voum ». L'objet planait un demi-mètre au-dessus de la chaussée. Une petite personne très étrange se déplaçait à l'extérieur. Alors le sergent cria « Garde !» appelant le garde. Il vit alors le garde horrifié qui émergeait du fossé où il se cachait en dessous d'un pont. Ce dernier chuchota « Monsieur Marianne, c'est Satan !» Il a vu le diable. L'objet descendit en doucant, se posa sans faire de bruit, se posa derrière Rousseau, derrière le garde. Trois petites créatures d'apparence humaine se déplaçaient à l'extérieur. Rousseau déclara « Quand je vis à quoi ils ressemblaient, leur visage repoussant, je me dis qu'ils n'étaient pas humains. J'ai eu peur, je me suis caché dans le fossé. » L'objet avait la forme d'une hutte plate de 5 à 6 mètres de large, 2 à 2,50 m de hauteur, en suspension, se balançait un demi-mètre au-dessus du sol. Ceinture de lumière arc-en-ciel, couleur rouge et bleu ou vert dans la déclaration, changée de l'une à l'autre, couleur très vive. À la base de l'objet, une lumière blanche brillante, aucun témoin n'a vu de porte ni de hublot. Après 2 minutes, l'OVNI s'est élevé. Après 2 minutes, l'OVNI s'est élevé verticalement. Cette lumière est devenue beaucoup plus intense. Les éclairages publics se sont éteints. Quand l'objet a atteint une trentaine de mètres, il a changé de direction, s'est orienté au nord-ouest vers le village de Posidia à une vitesse vertigineuse. Alors, description des créatures par le garde Roussou, parce que le sergent Monsou ne les avait vus que de dos. Taille estimée à environ 1 mètre, peut-être moins. Roussou déclara qu'il avait entendu des bruits qu'il faisait comme de la pluie dans un tuyau d'évacuation. Les visiteurs avec une grosse tête très allongée à l'arrière, couverte de bosses, sans cheveux, visage blanc, avec de grands yeux, de grandes oreilles pointues, des écailles grises à reflets métalliques, comme des écailles de poisson, recouvraient leur corps, leur ventre gros et mou, leurs bras n'étaient pas plus épais que 2 doigts. Aucun des témoins ne se souvenait du nez, de la bouche, ni des chaussures. Témoins ne pouvaient pas dire si les créatures marchaient ou flottaient. Rousseau a dit qu'ils se déplaçaient comme s'ils étaient ivres. Là, je signale un parallèle avec les robots de l'incident Pascal Goula que j'ai traduit, donc étudié récemment. Comme tu sais, l'épisode antérieur aussi m'y fait un petit peu penser. La créature qui semblait flotter. Indice physique, un témoin proche qui regardait la télévision ce soir et donc l'image de télévision, l'écran s'est brouillé. Apparemment, ça a été observé par d'autres habitants, beaucoup de problèmes électriques. Crédibilité du témoin, donc sergent de police Marianne Matsou a été vétérinaire avant d'obtenir son diplôme d'école de police, bonne santé, sain d'esprit, marié, père de 2 enfants. La majorité de la population du village, y compris le maire George Magnesifor, le considérait comme une personne sérieuse, incapable de mentir, de faire des canulars. Mansou s'intéressait aux événements historiques de la région. Il avait pris l'initiative de faire construire un monument à la mémoire des héros du village morts au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait une bibliothèque personnelle, plusieurs centaines de livres, mais rien sur les ovnis. Il ne s'intéressait pas à l'ufologie. Alors là, en entrant maintenant dans le commentaire de l'auteur, Cyrano, je vais conclure là, c'est que Dan Farkas considère qu'il y a peut-être eu un élément d'abduction, d'enlèvement. Nous considérons le cas de Chertesti, nous considérons que le cas de Chertesti peut être qualifié de rencontre approchée troisième type, mais était-ce plus que cela? Était-ce un récit d'enlèvement extraterrestre? Notre premier argument est que dans les jours qui ont suivi, le sergent Manchou s'est senti malade et sans force, qu'il fut d'avis qu'il souffrait d'une sorte d'empoisonnement par radiation. Le gardien Roussou a fait des cauchemars répétés. J'ai rêvé pendant plusieurs jours, nuit, que je me cachais dans la forêt. Je me réveillais surtout parce que les êtres étaient hideux. Hypothèse d'un temps manquant. Alors, Dan Farkas explique que j'ai interrogé tous les deux sur la possibilité d'une perte de mémoire, période de temps manquant pour la rencontre. Aucun d'eux n'avait une telle impression. Néanmoins, quand j'ai essayé d'établir la chronologie, j'ai découvert qu'aucun d'eux ne portait une montre. Le sergent me déclara, je n'avais pas ma montre sur moi, le bracelet était cassé. Rousseau n'avait pas de montre. 2 ans plus tard, le sergent Montsou, congédié de la police,
Alors, pour ce qui est du temps manquant, en essayant d'établir le fil des événements, nous avons trouvé d'étranges incohérences. Aucun des témoins ne se rappelait avoir vu les humanoïdes descendre de l'OVNI ou y retourner. Rousseau a déclaré: « Je n'ai pas vu comment ils s'est descendu. La situation était la même quand l'OVNI s'était élevé. » Le même témoin déclare: « Ils ont disparu, je ne sais pas comment, je ne sais pas par où ils sont entrés, je ne les ai pas vus entrer. » Le sergent Mansour a également reconnu qu'il ne pouvait pas expliquer comment les petits hommes avaient disparu. Il avait l'impression qu'ils avaient observé la petite créature pendant 4 ou 5 secondes. Donc, ce qui suppose quand même, voilà, ce qui suppose un temps manquant, parce que 5 secondes, c'est quand même très très court pour une observation. Alors, Farkas souligne: « Il aurait été intéressant d'utiliser l'hypnose régressive. Malheureusement, la Roumanie fait face à un manque de professionnels pratiquant la régression hypnotique et disposés à l'appliquer dans de telles situations. » Ouais. Et je rappelle que pour l'hypnose régressive, c'est pas en faisant 3 jours de formation sur le net, comme certains hypnothérapeutes qui inondent Internet, que vous allez devenir et que vous allez maîtriser cette hypnose. Mais ça me fait plaisir d'entendre dire cela, Sylvano. Je précise aux auditeurs que je n'ai pas discuté de ces sujets avec toi et j'approuve, sans être un expert, mais j'approuve tout à fait ta remarque, hein, parce que j'ai parlé moi-même beaucoup avec le docteur David Jacobs, sur lequel, tu sais, on dit toutes sortes de choses pour ou contre. Mais il m'a expliqué, je lui ai demandé: « Mais David, pourquoi avez-vous mis en diffidence ceci et cela? Telles sont telles de vos thèses, qui sont des thèses brûlantes, hein, quelquefois, et qu'on ne retrouve pas chez les travaux de tels et autres chercheurs. » Et il me dit: « C'est simple, Jean, en vérité, pour pratiquer l'hypnose régressive, il faut faire de très, très longs entretiens et il faut surtout suivre les personnes pendant, sur des années. Ce n'est pas en 1 ou 2 séances que l'on peut mettre à jour un épisode et même l'expérience d'une personne, parce qu'un épisode n'est qu'un épisode parmi une série d'épisodes, et il prend sens dans la séquence globale de toutes les épisodes d'abduction qui remontent à l'enfance. Donc, il faut en faire un travail de fond qui prend beaucoup de temps. La personne, des souvenirs vont affleurer après une séance, après des entretiens aussi. Et entre 2 séances, des visions, des flashs vont affleurer. Et la séance suivante, par des entretiens qui sont toujours non directifs, hein, évidemment, c'est très très important de, de mettre en place des protocoles pour que les échanges n'influencent pas. C'est ce qu'on Écoutez, appelle les questions ouvertes, comme tu le sais. Mais il m'a dit ça, hein, la plupart des psychothérapeutes font 2 ou 3 séances et ils croient avoir mis quelque chose. Et non, ce n'est pas avec 2 ou 3 séances qu'on explore. écoutez bien ce que vient de dire Jean. Non directif. Tout ce que vous voyez sur le net, c'est ultra directif, mais ultra directif. Et donc, c'est du pipeau, quoi. Mais bon, Il me parle de David Jacob, me parle de Barbara Lamb. Alors je lui dis, pour Barbara Lamb, les hybrides, s'ils existent, eh ben, sont des gens bien gentils, ils nous veulent du bien, et puis tout se passe bien. Allez à leur rencontre, meet the hybrids. Alors, comment expliquez-vous cela? Il me dit: « Jean, c'est simple, Barbara Lamb, dans les séances d'hypnose, elle s'adresse au petit gris. Elle demande à la personne qui est sous hypnose: demandez aux gris, alors pourquoi ils sont là et d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font, alors qu'est-ce qu'ils veulent? » Je lui dis: « Mais une séance d'hypnose, ce n'est pas un film dans lequel on change le scénario et on refait une prise. Une bah, séance d'hypnose, c'est visiter un épisode qui s'est passé il y a 1 an, ou il y a 12 ans, il y a 6 mois, ou il y a 40 ans. La personne revit une expérience qui est gravée dans sa mémoire et qu'on fait affleurer. On doit faire le maximum pour ne pas influencer la perception de la personne, l'aider à restituer cette expérience, mais certainement pas l'influencer. Et en tout cas, ce n'est pas un micro dans lequel on va interviewer le petit gris. je sais bien. J'ai fait beaucoup d'émissions sur les hypnoses. Vous savez mon avis là-dessus, sur ces hypnothérapeutes. Et d'un autre côté, ils ont besoin de faire une séance de 2 heures pour empocher 200 euros. Donc voilà, quoi. Maintenant, C'est il y ce a qu'il me dit. Oui, oui. des charlatans qui vont enquêter sur l'origine du coronavirus par une hypnose régressive chez des gens qui n'y connaissent rien et qui ne savent rien. Si, je te jure. On m'envoie même Ah des... oui, oui, je te crois. Oui. Et donc, ça devient complètement débile. Donc, dépensez pas de sous avec ces charlatans, ça sert à rien, quoi. Puis le pire du pire, c'est les séances d'hypnose à travers un canal, parce que la personne ne rentre pas en hypnose. Donc, vous imaginez un peu la débilité profonde. Donc, dépensez plutôt 60 euros pour aller voir un voyant, tiens, il vous dira des choses certainement bien plus intéressantes que cela-là. Jean, ça a été super. Hein, on va pas faire une émission longue, sinon après, il n'y a plus personne qui la regarde.
Et de toute façon, je sais qu'on va se revoir bientôt parce que je sais, petit secret, que tu traduis un livre qui m'intéresse beaucoup. Oui, ah oui, oui, je sais que tu t'intéresses, oui, bien sûr, oui. Roberto Pinotti. Roberto Pinotti. Et donc, écoute, hein, dépêche-toi. Et puis, je vais mettre les liens et je le rappellerai pour que vous puissiez commander ce fabuleux livre, OVNI en Roumanie. C'est assez fabuleux. Oui, c'est vrai on a présenté quelques dossiers, oui, mais il est très riche, hein, il y a des cas d'enlèvement très concrets, puis des cas d'expérience, comme tu dis, paranormales, très, très saisissants, le cas de Marius Guidel, de Cornel Butat, le cas de Vassili Roudan qu'on a évoqué. Donc le livre, sincèrement, est très riche, hein. Je suis très, 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 très fier de faire ce travail, très content. Philippe Mantel a beaucoup d'estime pour ce livre, hein. Il est très apprécié, ce livre, hein, dans la communauté anglophone. Gilda Bourdet, notre ami Gilda Bourdet, a lu le manuscrit en français et il trouve le livre très solide, très intéressant. Et donc également Thibaut Canuti, qui a fait la préface du livre du livre de Parker, que j'invite les lecteurs à commander aussi, un livre très important pour comprendre les abductions, le thème des abductions. En tout cas, pour contribuer à se faire une idée. C'est un livre très riche. Ben Jean, merci beaucoup d'avoir consacré ton samedi matin malgré nos petits soucis techniques du début. Et à bientôt. D'accord, merci beaucoup. Merci Silvano. Merci à tous les auditeurs. Voilà. Et puis nous, on va vite rejoindre Antoine. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Eh bien voilà, comme promis en début d'émission, on va faire un petit coucou à notre ami Antoine. Salut Antoine. Bonsoir Silvano, bonsoir à tous, comment vas-tu? Donc Antoine, toi j'ai vu que tu t'es pris une envie de remettre mes vieilles chroniques que je tenais sur Miasme TV. Et donc, tout honneur, Ah non, tu n'as pas commencé par Boussegui, tu as commencé par SpaceX et ensuite tu as mis Boussegui. C'est ça, alors en fait c'est suite à un message que j'avais reçu d'un internaute qui me demandait comment revoir tes émissions où tu passais sur Miasme TV. Alors c'est relativement simple, hein, il suffit d'aller sur la chaîne et puis de retrouver la playlist sur Miasme, l'actualité hebdo. C'est dans ces émissions-là où tu faisais tes chroniques, mais c'est vrai, il y avait beaucoup de monde dans ces émissions qui passaient, et donc c'était pas forcément évident pour les personnes qui voulaient retrouver que tes chroniques de pouvoir se réimmerger dans l'émission. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai extrait tes chroniques, hein, j'ai extrait le meilleur de Silvano Trotta pour en faire les rétrospectives d'Antoine, que vous pouvez retrouver sur la chaîne maintenant assez régulièrement. Et donc effectivement, en 2016 déjà, tu parlais de Boussegui, et puis voilà, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la folie furieuse, on parle de Boussegui partout. Alors, qu'est-ce qui se passe, Silvano? Il y a des nouveaux éléments, dis-nous tout. C'est parce qu'en fait, avant, déjà quand j'en parlais chez toi en 2016, j'en parlais en 2014, 2015 dans mes groupes Facebook. Ensuite, je suis passé chez toi parce que j'avais fait une émission pour justement, c'était pour coïncider avec la sortie du premier livre traduit en français, hein. Et donc, il y a eu 3 livres traduits sur le Boussegui. Et puis, après, un de mes abonnés, en fin de trimestre de l'année dernière, c'est un Roumain qui était un ancien militaire en Roumanie, m'a écrit. Et comme il habite dans le sud, il a rencontré Gérard Desforges. Donc, Gérard Desforges l'a vu, on a fait une première émission sur des révélations qu'il avait à nous faire sur le Boussegui. Et ces émissions ont eu beaucoup de succès. Donc, avec Gérard, on a continué. Puis, j'ai commencé à enquêter pour voir un petit peu où on était cette affaire de Boussegui. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses en enquêtant. Donc, ça s'est diffusé sur le net. Certains se sont dit, ah tiens, c'est vrai que le Boussegui, ça a l'air de pas mal marcher. Donc, il y en a qui ont refait des émissions, mais qui racontent à 99% ce que je racontais en 2016. Ils racontent les livres. Et ce que je dis souvent, hein, des fois, tu sais, l'ufologie tourne en rond. Hein, donc, il y en a qui n'avancent pas et se ressassent des affaires. Ah ouais, c'est bien. En fait, je pourrais refaire mes émissions d'il y a 3 ans et donc comme ça, les reposter.
Et bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout les livres, surtout que, bien que maintenant, Radu Sinamar en est à 7 livres, hein, il écrit le 8e. Donc, on va un petit peu révéler qui se cache derrière Radu Sinamar, qui se cache derrière César Brad, qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Est-ce que ce qui se raconte dans les livres est 100% vrai? Bien évidemment que non, hein, mais tu sais bien, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et comme on a pu le voir dans l'émission là avec Jean Librero, euh, tu vois que les histoires en Roumanie, il y en a énormément, énormément. Donc on va continuer demain dans une nouvelle émission sur des révélations encore plus fantastiques sur le Boussegui. Mais on n'est pas là pour parler du Boussegui, on est là pour parler de toi, parce que toi, tu nous as sorti un numéro 3 de Génération Cité d'Or. Mais attends, mais Antoine, c'est un livre que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est épais et grand. Hein. Oui, mais toi, forcément, tu prends l'option beau livre. Donc, oui, c'est un livre que tu as reçu. D'accord, mais c'est 130 pages, quoi, quand même. Oui. C'est écrit petit comme ça. Donc, tu le ramènes à un format livre un peu plus petit. C'est un bouquin de 250 pages que tu nous as fait, là. Oui, très, très, très largement. Alors, pour le numéro 4, on va descendre un petit peu. On va toujours rester au-dessus de 100 pages. Mais c'est vrai que 3 mois, mais ça passe vite. c'est hallucinant. Les gens n'ont pas le temps de tout lire, voire même certains ont à peine le temps de lire un article. Voilà, donc alors, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas très grave si vous n'avez pas le temps de tout lire. Les articles sont intemporels. Voilà, on ne s'inscrit pas forcément sur de l'actualité, mais sur des articles de fond qui se basent aussi sur l'actualité. Donc vous pouvez très bien lire les articles quand vous voulez. Et même toi qui es un grand lecteur, Sylvano, je suppose que tu n'as pas pu tout lire sur ce dernier numéro. Non, de loin pas. Et surtout qu'en plus, quand tu le lis, tu es chaque fois ramené à des QR codes là, que tu mets. Et donc, on clique dessus et puis on tombe sur des émissions plus ou moins longues se rapportant Et des QR codes, il y en a partout, quoi. En fait, il me faudrait, je ne sais pas combien de temps pour lire tout ça. C'est juste. Franchement, c'est un travail extraordinaire que tu fais. La quantité de travail que cela doit te demander pour faire ça doit être juste hallucinante. Bon, je sais que de temps en temps, on s'appelle à 1h du mat, parce que et après, tu lui dis, bon, allez, au lieu de se dire bonne nuit, toi, tu dis, bon, moi, je vais continuer à bosser. C'est affolant, quoi. Non, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Les auteurs déjà font beaucoup de travail. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la revue Génération Cité d'Or, c'est un collectif d'auteurs. Hein. On a entre 10 et 12 auteurs, on va dire 12 sur les 3 premiers numéros. Et donc ils connaissent tous leur sujet par cœur, ils ont tous travaillé sur leur sujet depuis des années. Et donc forcément, voilà, il y a vraiment derrière de la matière. Moi, j'arrive à découvrir dans chaque article des nouveaux sujets, des nouveaux points, des nouvelles révélations, parce que voilà, on a affaire à des gens qui sont pointus. Et du coup, c'est vrai qu'il faut lire ça tranquillement. Et je le dis assez régulièrement, la différence entre la vidéo et la lecture, c'est que la lecture vous ancre l'information. La vidéo, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Sylvano, hein, les vidéos, on pourrait très bien les rebrasser tous les 2-3 ans, que personne limite s'en apercevrait parce qu'on aurait déjà oublié ce qui s'est passé il y a 3 ans, alors que la lecture, vous l'ancrez beaucoup plus facilement et ça apporte beaucoup plus de réflexion. Et donc c'est pour ça que c'est important, dans une époque où on est au tout numérique, où on perd de plus en plus ce goût de la lecture, c'est important d'y revenir à la lecture, parce qu'en plus, ça permet aussi de faire le tri entre ce qui est un peu du grand n'importe quoi, ce qu'on peut voir sur Internet. Et on est tous les deux, Sylvano et moi, issus d'Internet, hein, parce qu'avec nos chaînes, on diffuse quand même de l'information, mais c'est pas le même niveau d'information dans tous les cas. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, Sylvano. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout le même niveau d'information parce qu'on va beaucoup, beaucoup plus loin dans la lecture. C'est exactement la même chose que quand un film est adapté d'un roman. Bon, c'est bien, il y a des images, mais très souvent, il manque 90% du roman. Je veux dire, Tolkien à la télé, au cinéma, c'est fantastique, mais quand tu lis les livres, c'est totalement autre chose. En plus, quand on lit, on se force sa propre imagination et après, des fois, on est un peu déçu quand on va au cinéma parce que l'imagination du réalisateur est différente de la tienne, donc il a montré des personnages un petit peu différemment. Hein. Mais ton dernier numéro était passionnant parce qu'il y avait beaucoup d'articles quand même sur
l'archéologie dite interdite. Je déteste ce terme d'archéologie interdite parce qu'en fait, c'est qui l'interdit? C'est la police de la pensée unique. Parce qu'évidemment, des archéologues, quand ils font des découvertes, ils trouvent des choses qui ne devraient pas être là, ben, ils sont obligés de les cacher, les pauvres. Moi, j'ai même des abonnés qui me racontent que certains archéologues ont fait des découvertes, et ils ont reçu des menaces de mort. Tu vois, je connais aucun ufologue qui a reçu des menaces de mort. Sache-le. Il y a des ufologues qui sont morts, mais c'était pas à cause de sujets d'ufologie, pas du tout. C'est quand on s'est intéressé à d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec l'ufologie, parce que évidemment un ufologue c'est quelque part un chercheur, et donc quand il cherche, il enquête et il tombe sur des sujets qui sont annexes, qui n'ont rien à voir, et il se met à enquêter aussi et il meurt à cause de ces trucs-là. Donc l'archéologie, tu avais quand même de beaux articles sur l'île de Malte, la Bulgarie de Véronique. Franchement, c'était assez passionnant parce qu'il y a des choses quand même qui vont se recouper avec mes recherches sur le Boussegui. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai beaucoup plus lu le numéro 3 que les autres numéros parce que c'était dans le sujet qui m'intéressait. Et tu as raison, c'est pas quelque chose, ah bah tiens, j'ai pas lu le numéro 2, c'est pas grave. Quand vous avez le temps, vous le prenez, vous lisez un article à fond, c'est indémodable, il n'y a pas d'actualité, comme dit Antoine. Alors, que nous réserves-tu pour le numéro 4 ? Alors pour ce numéro 4, donc déjà le numéro 3 était assez exceptionnel, alors vraiment c'était un beau numéro, c'était la trilogie on va dire, donc on avait mis le paquet, et on s'est dit c'est difficile de faire mieux sur ce numéro 4, et pourtant voilà, on arrive. Alors est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, en tout cas c'est différent, l'ensemble des thématiques il y a à peu près. On a le grand retour de la thématique paranormale avec Elisabeth de Caligny qui nous fait un article sur le Ouija. Et donc je voulais te poser la question, Silvano, t'es-tu essayé à t'amuser à cette petite plaquette de Ouija avec un verre ou avec le ciné, pour poser des questions aux esprits et puis essayer d'obtenir des réponses? Jamais de la vie, je le ferai jamais. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un jeu, et hélas, souvent les jeunes. Je crois que j'ai même vu un jeu Ouija, comme on achète des jeux de société style Monopoly. C'est un peu inquiétant, puisque c'est une réalité. Et tiens, c'est rigolo, parce que là, on enregistre, et ce matin, j'ai mis dans ma communauté un article sur des documents déclassifiés de la CIA sur le domaine du paranormal. Donc, tu vois, c'est pas de la science-fiction. Il y en a qui m'ont dit, ah oui, mais est-ce que ces documents déclassifiés sont réels? Oui, 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 c'est pas. CIA s'amuse pas à faire de faux documents, surtout que là, ça concernait des écoles de paranormal qui ont eu lieu, qui ont ouvert en Chine, et ils regardaient les avancées. Et il ne faut pas vraiment s'amuser avec le Ouija parce que c'est vraiment une porte ouverte sur des mondes parallèles que la science aujourd'hui se refuse de croire, bien qu'il y a beaucoup d'astrophysiciens qui parlent d'univers parallèles. Les univers parallèles, ils sont là. Il n'y a que ceux qui sont les sempiternels Saint Thomas. Ouais, oui, je ne vois que ce que je crois. Ah oui, bah alors tu crois pas que tu es en train de me regarder sur la télé parce que tu vois pas la transmission du site YouTube qui est certainement basé dans le désert, dans un désert quelque part, et ton écran, tu les vois pas, cette transmission. Et pourtant, ça existe. Les univers parallèles, c'est pareil. On ne voit pas, on voit que notre triste. Enfin, triste, je ne sais pas si c'est triste ou si c'est pas pire ailleurs, mais on voit que notre 3D, mais il y a plein d'autres dimensions et il y a plein d'entités très étranges qui nous entourent. C'est tout à fait ça, et ouf, heureusement, on n'a pas dit que le Ouija c'était vachement bien, non, c'est tout à fait ça. En fait, le titre de l'article, c'est Les dangers du Ouija, parce que, comme tu l'as dit, il y a des jeux de société maintenant, c'est-à-dire que quand on est tombé là-dessus, on a complètement halluciné. C'est Hasbro, je crois, qui fait un jeu de société à partir de 3 ans. Donc voilà, c'est quoi l'intérêt de mettre des enfants de 3 ans sur du Ouija? Ils savent à peine parler. Donc voilà, il y a un vrai danger, et c'est ce qu'on essaye un petit peu de montrer. En tout cas, c'est ce que Elisabeth de Caligny essaie de montrer à travers cet article, que le danger est réel. Derrière, on a fait une grosse émission qu'on mettra bientôt en ligne avant cet été, parce que voilà, il va y avoir beaucoup de montage sur cette émission. Mais faites attention, c'est pas anodin.
même si derrière vous pourrez voir des décolibés en disant ouais c'est de la superstition, c'est du n'importe quoi, c'est un jeu, etc. Non, non, faites attention, comme l'a dit Silvano, vous ouvrez des portes à des dimensions que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Peut-être rien si vous le faites une fois, deux fois, ou peut-être déjà quelque chose dès la première fois. Et puis en plus, plus la personne est sensible, plus elle s'expose à ce genre de choses. Donc voilà, faites très attention sur ce sujet. Et donc c'est un très très bel article d'Elisabeth de Caligny. Allez, je vais te faire voyager un petit peu. On va juste parler de deux autres articles, hein. Après, vous pourrez aller voir sur le site générationcitédor.com pour avoir la liste exhaustive de tous ces articles. Mais Silvano, es-tu allé en Australie déjà? Non, jamais. Et est-ce que tu connais ce fameux rocher, tu sais, en plein milieu du désert australien, le Urubú, je crois, je ne sais plus si j'ai tout à fait le bon nom. Où il y a des inscriptions? Voilà, c'est le rocher sacré des aborigènes, et l'Australie, eh bien c'est la terre du peuple du rêve. Et voilà, Véronique Cardranva va nous amener dans ces contrées australiennes dans ce numéro. Alors ça tombe un peu, ça coïncide avec les événements qui se passent en ce moment en Australie, où ça a été une vraie catastrophe avec tous ces incendies qui ont ravagé l'Australie. Donc voilà, heureusement qu'on a des témoignages comme ça de gens qui ont pu y voyager, qui ont pris des notes, et puis qui vont pouvoir nous restituer tout ça. Et bien c'est une vraie terre d'ufologie, l'Australie. Oui, je pense que toutes les terres sont une terre d'ufologie quand on gratte un peu, quand on cherche. Comme on l'a vu là avec OVNI en Roumanie, c'est juste affolant, quoi. Donc voilà, vous découvrirez tout ça encore avec Véronique Cardranva qui nous prend par la main, qui nous fait rêver. Honnêtement, moi, chaque fois que je lis ces articles, j'ai envie de prendre mon baluchon après et d'aller sur ses traces. Et voilà, vous découvrirez avec elle tout cet univers étrange et mystérieux de l'Australie et de l'Australie aborigène. Tu peux pas, Antoine. Allez, un dernier petit article, Silvano. Il s'agit de Marie Roca, donc Marie Roca qui fait son retour dans Génération Cité d'Or, avec un sujet là aussi très impressionnant, mais très impressionnant. Quand j'ai eu le sujet, je me suis dit bon, pourquoi pas. Le titre, c'est Les effacés de la Terre. Je me suis dit bon, on va parler d'adultes, on va parler. Bien non. En fait, c'est Marie Roca a recensé un certain nombre de cas de personnes qui disparaissent. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas de la minute à l'heure suivante, c'est dans les X secondes qui arrivent. Je vais vous donner un cas par exemple, celui d'un couple qui sont en voiture, ils doivent s'arrêter pour des raisons X ou Y sur le bord de la route. T'as le mari ou la femme, je ne sais plus, qui descend de son côté, l'autre conjoint qui descend de l'autre côté, et puis il recherche le premier qui est descendu, complètement disparu. Mais voilà, elle s'est pas enfuie, elle a disparu. D'autres cas comme ça d'une personne qui disparaît entre la salle à manger et les toilettes. Voilà, une trace de ces personnes. Et ce sont des cas, voilà, des cas réels, des cas référencés. Elle a même un cas qu'elle a connu. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce genre de cas, mais c'est vraiment très très impressionnant. Bien sûr, et je connais même les autres cas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui ça arrive, mais il y a aussi des objets, pas que des personnes. Et puis tu as l'inverse aussi, hein, tu as des personnes qui apparaissent, tu vois, qui apparaissent de nulle part et qui disparaissent ensuite aussi de nulle part. Et j'ai beaucoup d'exemples, y compris personnels. Donc, tu vois, c'est quelque chose, effectivement, là aussi, on pourrait croire, ah non, c'est des conneries, mais quand on enquête, les faits sont là et personne ne sait donner d'explication. Et donc, comme dans tous les domaines, quand un scientifique ne sait pas donner une explication, ça l'énerve, parce que c'est un scientifique, tu comprends. Et donc, il met ça de côté, il met ça sous le tapis, comme on met la poussière. Et un policier, quand il ne comprend pas, là aussi, hein, qu'est-ce qu'ils disent, il a disparu, il y a des traces, il n'y a pas de traces, non, il n'y a pas de traces, des empreintes, non, quelqu'un est arrivé, non, et kidnapping, non, et voilà, ça les énerve. Donc, ils classent sans suite, tu vois. Mais donc, c'est bien, et bravo à Marie d'avoir enquêté là-dessus, parce que ça demande du courage de le faire, et c'est quelque chose de fortement déstabilisant.
Mais je vais te dire, c'est depuis la nuit des temps. Parce que quand on étudie, je ne sais pas moi, les écrits du révérend Kirk du XVIe siècle, il racontait la même chose que Marie raconte. Alors maintenant, on met ça sous la responsabilité des extraterrestres par rapport à des abductions. Mais non, ils n'ont rien à voir là-dedans. Au XVIe siècle, on parlait de fées qui enlevaient des hommes et des femmes, on parlait de gnomes, de lutins. Tu vois, maintenant on évolue parce que quelqu'un qui dirait il s'est fait enlever par une fée, il s'est fait enlever par un lutin, il dirait oui, écoute, l'hôpital psy il est là, va prendre quelques petits cachets, tu irais bien. Donc quelqu'un qui dit il s'est fait abducter par des extraterrestres, bon déjà c'est limite, il risque d'arriver en psy aussi, mais un peu moins quoi, ça fait un peu moins. Donc voilà, c'est des sujets vraiment passionnants et bravo de traiter ce genre de sujet de façon sérieuse. Alors tu sais que tes auditeurs m'en voudraient personnellement si je ne creusais pas un petit peu la petite phrase que tu as laissé passer tout à l'heure en disant un cas personnel. Quel est ce cas personnel que tu as vécu, Sylvano? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Je pense que je ferai une émission un jour sur ces cas qui m'ont sauté à la tête, ils m'ont sauté à la figure. Je vais te dire, allez, en exclusivité, il y a 2 ans, je me suis commandé un vélo sur le net. D'accord. Je me suis commandé un vélo sur le net et je l'ai fait livrer au bureau parce qu'évidemment, chez moi, je ne suis pas chez moi, donc ça ne sert à rien. Ensuite, que j'aille à la course au vélo. Et je me le suis fait livrer chez moi. Et donc, le livreur, je lui ai dit de le laisser en bas. Et donc, il était dans un carton. J'ai démonté le carton et je m'apprêtais à mettre le vélo dans le coffre. D'accord. Sauf qu'il ne rentrait pas. J'ai démonté la roue avant. Il ne rentrait pas non plus. Alors, je me suis dit, mince, il faut que je rabatte les sièges. Et là, moi j'ai l'habitude d'acheter une certaine gamme de berlines. Je voulais rabattre les sièges, mais ça ne marche pas. Et la berline était toute neuve, elle était assez récente. Donc j'appelle mon commercial, je dis, mais attends, c'est quoi cette bagnole que tu me vends une fortune et les sièges ne se rabattent pas? Il me dit, ouais, Stéphano, j'ai oublié de te dire, maintenant c'est une option. Je dis, ah ben j'aurais l'option des sièges rabattables, j'ai extraordinaire. Et donc je dis, ouais, ben, c'est pas grave, hein, je me débrouille. Et donc, on a mis quand même à 2, donc j'ai appelé de l'aide, à 2 à mettre le vélo à l'arrière de la voiture. Tu vois, à l'arrière, siège passager, debout, sans la roue avant, tout ça. Et là, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait le tilt et je me suis souvenu que, à l'âge de 14 ans, je rentrais, j'avais été à la ville, je rentrais dans mon petit village, et tout d'un coup, un orage, c'était en été, un orage énorme arrive avec des gouttes de pluie comme ça, quoi. Et je ne sais pas pourquoi je pense à la mort. Je dis, putain, il y a 2 solutions là. Soit je me prends un éclair en pleine tronche, la foudre, et je meurs. Puisqu'il n'y avait rien, hein, que les champs à la route et puis les champs à côté, et pas, pas un endroit pour s'abriter. Soit je me dis, vu les gouttes qui commençaient à tomber, on ne va pas me voir et on va m'écraser, quoi. Soit je m'arrête, je me fais foudroyer, soit je continue et je me fais renverser par une voiture. Et je n'ai pas le temps d'avoir cette pensée qu'une voiture s'arrête. Et quelqu'un me dit, écoute, il pleut, il monte. Et alors, moi, je suis quand même issu, mes parents sont italiens, et j'avais une maman italienne, et depuis tout petit, elle me raconte, tu parles pas aux inconnus, tu t'approches pas d'un inconnu, tu fais rien qu'un inconnu, tu sais, c'était le martelage, quoi. Et là, je monte dans la voiture, et lui, je sais qu'il ouvre le coffre, et c'était pas un 4x4, hein. Il ouvre le coffre et il balance le vélo. Et ce vélo-là, c'était un vélo de course qui est plus grand encore et plus grande roue que le vélo que moi, je me suis acheté récemment. Et le pire, Antoine, il me ramène chez moi, quoi. Et sauf que je lui ai rien dit, il m'a rien demandé. Mais que dalle, que dalle. Et pour moi, c'était tout naturel. Et ensuite, voilà, je suis rentré chez moi. Ma mère était toute contente parce qu'elle s'inquiétait parce qu'à cause de l'orage. Et j'ai oublié ce truc. J'ai complètement oublié. Et ça m'est revenu avec cette histoire de vélo que j'arrivais pas à mettre dans mon coffre. Donc voilà, 14 ans, quelqu'un a mis un vélo. Donc j'ai essayé de retrouver les marques de voitures qu'il y avait à l'époque, hein, parce que rien, aucun coffre n'acceptait un vélo comme ça sans au moins démonter la roue avant, quoi. Parce qu'avant, c'est vrai que les coffres étaient un peu plus grands, parce que maintenant on privilégie plus le fait d'être plus à l'espace dans une voiture. Et même tu prends des grosses voitures de l'époque, les 504 Peugeot, c'était à l'époque des 504 Peugeot. Il n'y avait rien qui pouvait accepter un tel vélo. Et puis alors après, comment il fait pour me ramener chez moi sans que je lui dise comment je m'appelle?
et sans que je lui ai dit mon adresse. Et ça, j'en suis sûr et certain. Voilà. Et j'ai eu d'autres rencontres comme ça. Et en discutant avec des amis, il y en a plein d'autres qui ont eu des rencontres comme ça. Alors, c'est des choses qui nous paraissent anodines. Je suis sûr et certain qu'il y a plein de personnes qui pourraient nous raconter des images comme ça. Alors, Jovanovic les appelle les anges gardiens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme, puisque ça laisserait supposer qu'il y a des gens qui veillent sur nous. Alors après, il y en a d'autres qui disent ouais, mais alors, il y a des petits-enfants qui meurent de faim, qui meurent de soif, t'en as d'autres qui se font violer, torturer, tuer. Et là, tu vas me dire, pour un orage, c'est ridicule. Et c'est justement ça qui est complètement incompréhensible. Complètement incompréhensible. Alors, j'en discute avec d'autres personnes qui sont un petit peu plus avancées sur le sujet, qui me parlent de choses que je ne peux pas vérifier. Donc, quand je ne peux pas les vérifier, j'en parle pas. Mais il y a eu d'autres rencontres et encore une assez récemment qui est assez déconcertante. Comme quoi, une simple petite anecdote, quand on y réfléchit bien, quand on y prête attention, peut être complètement extraordinaire. Et c'est vrai que c'est cette histoire de bonhomme qui te ramène, alors que voilà, il te connaît pas, logiquement, tu lui dis pas où t'habites. Et puis je vois très bien le style de vélo que tu devais avoir, parce que j'avais à peu près le même à l'époque. Et puis c'est vrai que ça rentrait dans aucune aucune caisse, ces vélos-là. Ils étaient juste énormissimes. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire les disparus de la Terre, des choses qui réapparaissent. Voilà. Tout ça, vous le retrouverez dans Génération Cité d'Or. Oui, excuse-moi, Sylvano. Mais tu sais, c'est assez extraordinaire quand tu viens de dire, à partir d'une petite anecdote, tu peux pas imaginer le nombre de personnes à qui j'ai parlé ufologie, ovni, qui me regardaient bizarrement, qui me disaient ah mais tu crois à ça, toi? Et ben, je dis bah oui, pourquoi? C'est pas une histoire de croire, c'est une histoire qu'il suffit de se renseigner et le nombre impressionnant qui m'ont dit ah mais alors attends, écoute, moi je vais te raconter une histoire. Quand j'étais petit avec ma maman, on a vu une énorme boule arriver vers nous, on a eu peur. On est rentré chez nous, ma mère m'a dit t'en parles à personne parce que si tu en parles à ton père, il va nous traiter de folle. Et ainsi de suite, des histoires comme ça, je pourrais en raconter pendant 2 heures de tout ce qu'on m'a raconté. C'est juste hallucinant. Il faut que je me réjouisse éléments pour pouvoir réactiver la mémoire, en fait. Oui, je me réjouis de lire cet article commandé, le numéro 4 de Génération Cité d'Or. Et je suis très content, ça fait plus d'1 an maintenant. Ça y est, c'est numéro 4, c'est le numéro anniversaire. On a fait le tour des 4 saisons, c'est le numéro du printemps. Et donc, vous avez plus très longtemps d'ailleurs pour le commander, hein, en tout cas le précommander. On a jusqu'au 15 mars, minuit, pour pouvoir le faire. Alors, on a essayé de changer un petit peu cette fois-ci. On a descendu le seuil à 200 pour voir si ça motive un peu plus les gens de faire la précommande, parce que il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais tant que le pourcentage n'est pas arrivé à 100%, on a peur de... Alors déjà, ne vous inquiétez pas, si le seuil n'est pas atteint, vous êtes pas débité déjà de base. Et puis surtout le vrai seuil, c'est 500 pour que le magazine puisse continuer. Et puis le vrai seuil, en tout cas nous, pour pouvoir commencer à envisager de faire un peu plus, c'est 1500. Donc voilà, on se donne comme objectif d'arriver à 1500 à la fin de l'année. Mais je t'avouerai, c'est pas facile, Sylvano. Les gens lisent de moins en moins. Et oui, pourtant c'est très peu cher ton magazine, puisque en PDF il est à 5 €, en magazine papier un peu 10 €. Oui, il a 10 € et 3 € de frais de port, tout à fait. Et on a lancé la formule abonnement qui est à 40 € frais de port compris pour 4 numéros. Donc effectivement, c'est pas... Voilà. Alors moi, quand je le compare à d'autres magazines, il est beaucoup plus riche, beaucoup plus riche. Et puis surtout, on pourrait le transformer en format livre. Donc, moi, je dis à ce prix-là, pour un livre, vu la quantité d'informations qu'il y a dedans, que vous ne trouverez certainement pas ailleurs, honnêtement, c'est pas parce que c'est toi, mais c'est vraiment... Tu m'as bluffé, parce que tu m'as dit que tu voulais sortir un magazine. Je me suis dit, ça, de toute façon, c'était une idée que tu avais depuis longtemps, tu m'en avais parlé depuis longtemps. Mais là, la qualité du travail que tu fournis, toi et tes auteurs, est juste phénoménale, franchement. Ah bah merci Sylvano, ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que ça encourage, et puis on a besoin d'encouragement. Donc voilà, n'hésitez pas.
toutes les thématiques qui sont. Hein, voilà, on se met pas dans une seule bulle, dans un seul sujet. Donc il va y avoir de l'ufologie, il va y avoir du paranormal, de l'archéologie mystérieuse, de la spiritualité aussi. Voilà. Donc on visite tous les thèmes que vous n'entendrez pas parler aux 20h ce soir, parce que aux 20h ce soir, vous n'aurez que des choses édulcorées. Voilà. Ouais, le 20h. Eh bien, écoutez, je mets le lien dans le descriptif pour que vous puissiez commander. Merci Antoine et merci encore pour le travail que tu fais. Et je te dis à dans 3 mois. À dans 3 mois, Sylvano, merci pour tout et puis à très très bientôt. Et puis vous retrouverez aussi les petites chroniques de 2016-2017 de Sylvano sur Miasme TV. Voilà, vous verrez, il est constant et c'est d'ailleurs sympa, juste pour finir sur Boussegui, c'est vraiment sympa de regarder ce que tu disais à l'époque et ce que tu dis aujourd'hui. Et voilà, il y a une évolution, mais malgré tout, tu te contredis pas, donc c'est vachement bien. Oh, bah même si je devais me contredire, ça ne me gênerait pas du tout. Hein. C'est en enquêtant, je ne dis pas que. Alors, surtout dans ce domaine-là, personne ne détient la science infuse. Hein. Le type qui dit je sais, moi je m'enfuis en courant. Mais il y a des choses constantes sur Boussegui et il y a des choses qui évoluent parce qu'évidemment, ce secret, ce mystère de Boussegui est si énorme que, bien évidemment, il ne peut pas être à 100% comme c'est écrit. Et surtout, moi j'ai la chance d'avoir lu les 5 premiers volumes. En France, il n'y en avait que 3, même si un 4e sort là prochainement. Et je sais ce qu'il y a dans le 6 et je sais ce qu'il y a dans le 7. Et je sais même ce qu'il commence à écrire dans le 8. Et là, il va falloir s'accrocher, les enfants. Il va falloir s'accrocher. Allez, je vous en dis pas plus. Merci beaucoup. Salut Antoine, bisous à tous. Bye bye. Ciao, ciao.